Ma sœur a laissé seule ma nièce de 8 ans en train de dormir pendant qu'elle faisait la fête à un mariage comme si demain n'existait pas, mais pour sa relation avec sa fille, il n'y aura peut-être pas de lendemain. J'ai besoin de prendre du recul sur ce qui s'est passé au mariage de ma cousine le week-end dernier. Je m'appelle Andrew, j'ai 28 ans, et cette histoire concerne ma sœur Becky, âgée de 32 ans, et sa fille Aurora, âgée de 8 ans. Elle s'est mariée jeune, à 22 ans, avec son mari Tom, qui a aujourd'hui 35 ans, et ils ont eu Aurora quand Becky avait 24 ans. Tom travaille dans le bâtiment et voyage souvent pour ses projets, donc Becky gère fréquemment la plupart des responsabilités en tant que mère célibataire. Becky a toujours été le genre de personne qui a besoin d'une interaction sociale constante. Même au lycée, elle ne supportait pas d'être seule et devait toujours être entourée d'amis. Après la naissance d'Aurora, j'ai remarqué qu'elle avait beaucoup de mal avec l'isolement qu'implique le fait d'être une jeune maman. Elle laissait souvent Aurora chez nos parents pendant des week-ends entiers, disant qu'elle avait besoin d'une pause. Nos parents, en tant que grands-parents gâteurs qu'ils sont, ne se plaignaient jamais et étaient ravis d'aider. Au fil des années, j'ai remarqué certains comportements préoccupants dans la manière dont Becky gère ses responsabilités parentales. Elle arrivait souvent en retard aux réunions de famille parce qu'elle oubliait qu'elle devait amener Aurora, ou elle laissait Aurora à n'importe qui de disponible pendant qu'elle allait socialiser. Nos parents et d'autres membres de la famille intervenaient toujours, donc Aurora ne semblait jamais vraiment en pâtir. C'est une petite fille gentille et bien élevée qui a appris à être assez indépendante pour son âge. Le mariage en question était celui de notre cousine, qui épousait son petit ami de toujours dans un magnifique vignoble situé à environ 2 heures de notre ville natale. Notre cousine avait spécifiquement demandé que la fête soit réservée aux adultes, mais elle avait fait une exception pour les enfants de la famille proche, ce qui incluait Aurora et 2 ou 3 autres petits. Le lieu était assez vaste, avec une zone pour la cérémonie, une salle de réception et plusieurs espaces extérieurs répartis sur la propriété. Becky parlait de ce mariage depuis des mois. Elle s'était acheté une nouvelle robe, s'était fait coiffer par un professionnel, et semblait plus excitée par cet événement que je ne l'avais vu depuis des années. Mais Tom n'avait pas pu venir, car il travaillait sur un projet dans un autre état, donc Becky allait y aller seule avec Aurora. Le jour du mariage a commencé normalement. La cérémonie était magnifique, et Aurora est restée tranquille entre Becky et notre mère pendant le service. Après la cérémonie, nous avons eu un cocktail dans le jardin pendant que le groupe de la mariée prenait des photos. C'est là que les choses ont commencé à se gâter. Dès le début de l'heure du cocktail, Becky s'est immédiatement dirigée vers un groupe de nos amis d'université qui avaient également été invités. C'étaient des gens qu'elle n'avait pas vus depuis des années, et elle était manifestement ravie de renouer avec eux. Aurora est restée près de nos parents au début, mais après environ 30 minutes, j'ai remarqué qu'elle errait seule dans le jardin pendant que Becky était absorbée dans des conversations et des éclats de rire avec ses anciens amis. Au début, je ne m'en suis pas trop inquiété. L'endroit semblait suffisamment sûr et il y avait de nombreux membres de la famille dans les parages. Cependant, au fur et à mesure que l'heure avançait, j'ai remarqué que Becky ne s'était pas souciée une seule fois de savoir comment allait Aurora. Elle était complètement absorbée par ses retrouvailles et semblait avoir oublié la présence de sa fille. Quand nous sommes passés dans la salle de réception pour le dîner, je pensais que Becky irait chercher Aurora et qu'elles s'assieraient ensemble à notre table. Mais au lieu de cela, Becky a demandé à notre mère si Aurora pouvait s'asseoir avec elle et notre père, pour que Becky puisse être avec ses amis d'université à une autre table. Notre mère a accepté, comme elle le fait toujours, et Aurora s'est retrouvée à la table des grands-parents pendant que Becky s'installait de l'autre côté de la salle. Pendant le dîner, Becky était animée et bavarde, profitant manifestement au maximum de la soirée. Elle buvait du vin, riait constamment et prenait plein de photos avec ses amis. Pendant ce temps, Aurora restait silencieuse auprès de nos grands-parents, picorant son poulet et regardant autour d'elle. Moi, j'étais à la table d'honneur en tant que membre du cortège, donc je ne pouvais pas vraiment intervenir, mais je les observais toutes les deux pendant tout le repas. Après le dîner, la danse a commencé. Le DJ a lancé quelques morceaux plus lents pour les invités plus âgés, puis est passé à de la musique plus rythmée. Becky a été l'une des premières à se lancer sur la piste de danse. Et elle est restée là pendant les 2 heures suivantes. Elle dansait avec plusieurs amis, prenait des photos de groupe et semblait passer un très bon moment. Pendant tout ce temps, Aurora est restée assise seule à la table désormais vide des grands-parents, car nos grands-parents, déjà âgés, s'étaient retirés dans leur chambre d'hôtel pour la nuit. J'ai vérifié plusieurs fois Aurora pendant la soirée dansante. Elle semblait fatiguée, mais quand je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle allait bien. Je lui ai proposé d'aller chercher Becky, mais elle s'est contentée de hausser les épaules et de dire que sa maman s'amusait. Cette réponse m'a dérangé bien plus que je ne saurais l'exprimer. Une fillette de 8 ans ne devrait pas être aussi résignée à être ignorée par sa mère. Vers 10 heures du soir, j'ai remarqué qu'Aurora n'était plus à sa table. J'ai regardé autour de la salle de réception, mais je ne l'ai vue nulle part. J'ai vérifié les toilettes, le hall, et même les jardins à l'extérieur. Après environ 15 minutes de recherche, j'ai commencé à paniquer.
L'endroit était grand, comportait plusieurs niveaux, et il faisait déjà complètement nuit dehors. Finalement, j'ai retrouvé Aurora dans un petit salon de repos situé au 2e étage du bâtiment. Elle était recroquevillée sur un canapé, profondément endormie. Apparemment, elle était montée seule à l'étage, à la recherche d'un endroit calme pour se reposer, et elle s'était endormie. La zone de repos était complètement vide, donc n'importe qui aurait pu y entrer. Il n'y avait aucune surveillance, et c'était proche de la rue, ce qui signifie que quelqu'un aurait pu la voir et entrer pour l'enlever. Quand je l'ai trouvée, j'ai demandé à un membre de la famille de rester avec elle, puis je suis allé chercher immédiatement Becky. Elle était toujours sur la piste de danse, maintenant pieds nus, en train de danser avec ses amis d'université. Elle était clairement ivre, bien que pas totalement saoule. Quand je me suis approché d'elle et que je lui ai dit que je devais lui parler d'Aurora, elle m'a fait signe de la laisser tranquille et m'a dit qu'elle me rejoindrait plus tard. J'ai dû la prendre par le bras pour capter son attention. Quand je lui ai dit qu'Aurora dormait seule à l'étage et que je l'avais cherchée pendant 20 minutes, Becky a ri et m'a dit qu'Aurora allait bien et qu'elle savait s'occuper d'elle-même. Puis elle a essayé de m'entraîner à danser avec elle. Je lui ai dit qu'elle devait aller chercher Aurora et organiser où elle dormirait cette nuit-là. Nous logions tous dans le même hôtel, à environ 10 minutes du lieu de la réception, et il était déjà plus de 10h30. Becky m'a dit qu'Aurora pouvait dormir à l'hôtel pendant qu'elle restait au mariage jusqu'à la fin. Elle prévoyait de rentrer plus tard avec un de ses amis. C'est à ce moment-là que j'ai perdu patience. J'ai dit à Becky qu'elle ne pouvait pas laisser une fillette de 8 ans seule dans une chambre d'hôtel pendant qu'elle faisait la fête jusqu'à 2h du matin. Becky est devenue défensive et a dit qu'Aurora était déjà restée seule auparavant et que j'exagérais. Elle a dit qu'Aurora irait bien pendant quelques heures et qu'elle méritait de s'amuser pour une fois. Quand j'ai compris que Becky n'allait pas écouter raison, je suis allé chercher la sécurité du lieu. J'ai expliqué la situation à la responsable de la sécurité, une femme professionnelle d'une 40aine d'années. Je lui ai dit qu'une fillette de 8 ans avait été laissée sans surveillance par sa mère et que cette dernière prévoyait de la laisser seule dans une chambre d'hôtel pendant qu'elle continuait à boire à la fête. L'agente de sécurité a pris la situation au sérieux et m'a demandé de lui montrer où Aurora dormait. Quand nous sommes arrivés à l'étage, Aurora était toujours recroquevillée sur le canapé, profondément endormie. L'agente de sécurité a pris des photos pour documenter la situation, puis m'a demandé de l'amener voir la mère de l'enfant. Quand nous nous sommes approchés de Becky sur la piste de danse, l'agente de sécurité s'est présentée et a demandé à parler en privé avec Becky. Becky est immédiatement devenue agressive, demandant pourquoi la sécurité la dérangeait et en quoi cela les concernait. L'agente de sécurité lui a expliqué que laisser un enfant sans surveillance sur place et prévoir de le laisser seul dans un hôtel pouvait constituer un cas de mise en danger d'un mineur. Becky s'est tournée contre moi et a commencé à crier que j'essayais de lui gâcher sa soirée et que je n'avais aucun droit de faire appel à la sécurité. Elle a dit que je ne comprenais pas ce que c'est que d'être mère célibataire la plupart du temps et qu'elle avait le droit de s'amuser. Plusieurs autres invités du mariage ont cessé de danser et ont commencé à observer la scène. L'agente de sécurité a expliqué que le lieu avait une politique concernant les mineurs non accompagnés et qu'ils étaient tenus de signaler aux autorités locales si un parent refusait de prendre ses responsabilités. Elle a donné à Becky le choix entre faire les arrangements nécessaires pour la garde d'Aurora ou risquer que la situation soit signalée à la police. À ce moment-là, nos parents sont arrivés, alertés par d'autres membres de la famille sur ce qui se passait. Notre mère est immédiatement allée chercher Aurora à l'étage pendant que notre père essayait de calmer la situation entre Becky et l'agente de sécurité. Becky pleurait maintenant et accusait tout le monde de se liguer contre elle et de ruiner la plus belle soirée qu'elle ait eue depuis des années. L'agente de sécurité a accepté de ne pas faire de rapport tant qu'Aurora était placée sous la garde d'adultes responsables pour le reste de la soirée. Nos parents ont accepté de ramener Aurora dans leur chambre d'hôtel, et Becky a pu rester au mariage. Cependant, le mal était déjà fait. Toute la famille était désormais au courant de ce qui s'était passé, et l'ambiance était complètement gâchée. Becky a fini par quitter le mariage une heure plus tard, mais pas avant de m'avoir affronté à nouveau en m'accusant de l'avoir humiliée devant tout le monde. Elle a dit que j'avais exagéré et que faire appel à la sécurité était extrême et inutile. Elle a affirmé qu'Aurora n'avait jamais été en réel danger et que j'avais fait paraître la situation bien pire qu'elle ne l'était. Aurora a finalement dormi dans la chambre d'hôtel de nos parents cette nuit-là, et Becky est venue la récupérer le lendemain matin pour rentrer chez elle. Depuis, Becky m'ignore complètement et a dit à d'autres membres de la famille que je l'avais trahi et que je l'avais fait passer pour une mauvaise mère devant tout le monde. Peut-être que j'aurais dû emmener Aurora moi-même à l'hôtel au lieu d'impliquer la sécurité. Peut-être que j'aurais dû être plus patient avec Becky et essayer de lui faire comprendre la situation. Mais je ne pouvais pas non plus laisser passer tout ça. Je peux soit être le complice de ma sœur et lui permettre de négliger sa fille, soit être la personne qui lui impose des conséquences pour qu'elle ouvre enfin les yeux. Je sais que cela fait de moi, le méchant, aux yeux de Becky, mais parfois, il faut être le méchant. Mise à jour numéro 1. Me voici de retour avec une mise à jour concernant ma sœur et ma nièce après le mariage.
Becky a maintenu le silence avec moi pendant environ 2 semaines. Pendant ce temps, elle racontait à d'autres membres de la famille sa propre version des faits, qui était très différente de ce qui s'était réellement passé. D'après la version de Becky, j'avais appelé la sécurité parce qu'Aurora s'était éloignée brièvement pendant la réception, et j'avais tout exagéré simplement parce que je n'ai pas d'enfant et que je ne comprends pas comment fonctionne la parentalité. Elle disait aussi aux gens que l'agente de sécurité avait été grossière et agressive avec elle, et que j'avais essayé de l'humilier délibérément devant ses amis d'université qu'elle ne voit presque jamais. Dans sa version, Aurora n'avait jamais été réellement en danger, et j'avais fait toute une montagne de rien du tout simplement parce que j'étais jaloux qu'elle s'amuse. J'ai appris ces faits, alternatifs, lorsque ma tante Linda, qui n'était pas présente au mariage, m'a appelé pour me demander pourquoi j'avais été si cruel envers Becky. Linda m'a expliqué que Becky l'avait appelé pour lui dire que je l'avais traitée comme une mère incompétente et que je l'avais mise en difficulté avec la sécurité sans raison, ce qui était déjà assez difficile pour elle. D'après ce que Becky avait raconté à notre tante Linda, Aurora avait passé la majeure partie de la soirée avec nos parents et j'avais appelé la sécurité simplement parce qu'elle était allée seule aux toilettes. J'ai décidé qu'il fallait rétablir la vérité avant que sa version ne devienne la version acceptée. J'ai convoqué une réunion de famille avec mes parents, ma tante Carole et mon oncle Jim, tous présents au mariage et témoins, au moins en partie, de ce qui s'était passé. Pendant cette réunion, je leur ai demandé de partager ce qu'ils avaient réellement vu cette nuit-là. Mes parents ont admis qu'ils avaient remarqué que Becky ne faisait pas attention à Aurora pendant la réception, mais qu'ils avaient supposé que moi ou quelqu'un d'autre la surveillait. Ma tante Carole a dit qu'elle avait vu Aurora dormir à l'étage et s'était demandé où était Becky. Mon oncle Jim a dit qu'il avait été témoin de la confrontation entre Becky et la sécurité, et qu'il pensait que Becky avait trop bu. Quand j'ai présenté la chronologie des faits, mes proches ont commencé à voir le tableau dans son ensemble. Pourtant, leur réaction n'a pas été celle que j'espérais. Au lieu de s'inquiéter du comportement de Becky, ils ont commencé à parler de combien nous devions tous mieux la soutenir. Ma mère a dit que Becky avait du mal depuis que Tom avait commencé à voyager davantage pour le travail, ce qui est vrai, car après le mariage, il est reparti. Elle a ajouté que peut-être nous ne faisions pas assez pour l'aider à gérer la maternité en solo. Mon père a suggéré que nous aurions dû être plus proactifs pour surveiller Aurora au mariage, afin que Becky puisse en profiter. Néanmoins, cette réponse m'a frustré, car il ne comprenait clairement pas le vrai problème. Le problème, ce n'est pas que Becky ait besoin d'aide avec Aurora. Le problème, c'est qu'elle a complètement délégué ses responsabilités parentales et a mis Aurora dans une situation potentiellement dangereuse. Mais ma famille semblait plus préoccupée à lui trouver des excuses qu'à affronter la réalité. Les choses ont atteint un point critique la semaine suivante, quand Becky a finalement rompu le silence avec moi. Elle m'a appelé et a commencé à m'accuser d'avoir ruiné sa relation avec Aurora. Elle a affirmé qu'Aurora avait demandé pourquoi tonton Andrew avait mis maman dans les problèmes avec la police, et qu'à présent Aurora pensait que sa mère était une mauvaise personne. Elle a également sorti beaucoup d'excuses, comme à son habitude. Elle a dit qu'elle ne pouvait jamais s'amuser parce qu'elle était toujours coincée avec Aurora pendant que Tom travaille. Elle a dit que tout le monde attendait d'elle qu'elle soit une mère parfaite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais que personne n'appréciait à quel point c'était difficile pour elle. Elle a dit qu'une seule soirée de plaisir ne devrait pas la définir comme mère et que je n'avais aucun droit de la juger, car je n'ai pas d'enfant moi-même. Le pire a été quand elle a dit qu'Aurora était déjà assez grande pour s'occuper d'elle-même pendant quelques heures, et que surveiller en permanence une fillette de 8 ans, c'était faire de l'hyperparentalité. Elle a ajouté que lorsqu'elle avait l'âge d'Aurora, elle était bien plus indépendante, et que les enfants d'aujourd'hui sont trop gâtés. J'ai essayé d'expliquer à Becky que le problème n'était pas qu'elle veuille s'amuser, mais son mépris total pour la sécurité et le bien-être d'Aurora. Je lui ai rappelé qu'elle n'avait pas vérifié si Aurora allait bien pendant plus de 3 heures, qu'elle ne savait même pas où était Aurora quand je l'ai trouvée endormie à l'étage, et qu'elle avait prévu de la laisser seule dans une chambre d'hôtel jusqu'à tard dans la nuit. Mais Becky continuait à détourner la conversation pour se plaindre de sa vie difficile et de combien on la traite injustement. La conversation s'est terminée avec Becky me disant que, puisque je ne m'étais pas excusé pour avoir appelé la sécurité et l'avoir humiliée publiquement, elle ne voulait plus avoir de relation avec moi. Elle a dit que mes actions avaient des conséquences, et que je devais vivre avec le fait que j'avais choisi de me mettre contre la famille. Je lui ai répondu que je pensais la même chose d'elle. Même si les choses sont pires que ce que Becky veut faire croire, elle a continué à laisser Aurora avec divers cousins et tantes pendant les réunions de famille, pendant qu'elle allait socialiser ou faire ses courses. Ma tante Carole m'a raconté qu'une fois, l'été dernier, Becky avait laissé Aurora en lui disant que ce serait juste pour quelques heures, le temps d'aller faire des achats, mais elle ne l'a pas récupérée avant le lendemain. Quand Carole l'a appelée pour savoir où elle était, Becky a dit qu'elle avait décidé de passer la nuit chez une amie et que ça ne lui était pas venu à l'esprit d'en parler. Aurora a passé la nuit dans les vêtements qu'elle portait depuis le matin, car Becky n'avait rien prévu pour elle. Ma cousine Jennifer, 29 ans, m'a parlé d'un barbecue familial au printemps dernier, où Becky avait laissé Aurora à la fête pour aller dans une autre ville retrouver on ne sait qui.
Elle n'est pas revenue avant le lendemain matin, et Aurora a fini par dormir chez Jennifer. L'explication de Becky? Elle avait perdu la notion du temps et il était trop tard pour rentrer. J'ai aussi appris qu'Aurora avait demandé à nos parents si elle pouvait vivre chez eux de façon permanente. D'après ma mère, Aurora a dit plusieurs fois qu'elle préférait être chez ses grands-parents, car c'était plus calme et qu'ils faisaient attention à elle. Pour Becky, ce n'est pas un gros problème. Mais qu'une enfant demande à vivre chez ses grands-parents, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment grave avec sa mère. La révélation la plus troublante est venue de mon oncle Jim, qui m'a raconté qu'une fois, il avait trouvé Aurora en train de marcher seule sur un parking devant un restaurant où notre famille dînait. Aurora était sortie chercher Becky, qui était partie du restaurant avec des amis sans dire à personne où elle allait. Aurora n'avait que 7 ans à l'époque, et elle errait seule sur un parking très fréquenté, à la recherche de sa mère. Jim a ramené Aurora au restaurant, et ils ont attendu plus d'1 heure avant que Becky ne revienne. Becky utilise notre famille comme des nounous non payés pendant qu'elle vit comme si elle n'avait pas d'enfant, et tout le monde a été trop poli ou trop réticent au conflit pour lui dire les choses en face. La situation a maintenant divisé notre famille en 2 camps. Ma tante Linda et certains cousins pensent que je devrais m'excuser auprès de Becky et que nous devrions tous travailler ensemble pour mieux la soutenir. Mes parents, ma tante Carole, mon oncle Jim, ma cousine Jennifer et quelques autres sont d'accord avec moi pour dire que le comportement de Becky est problématique et qu'il faut y remédier. Becky ne me parle toujours pas et limite désormais les contacts entre Aurora et les membres de la famille qu'elle pense être de mon côté. Aurora n'est pas allée chez nos parents depuis plus de 2 semaines, ce qui est inhabituel, car normalement elle y passe tous ses week-ends. Je ne regrette pas d'avoir appelé la sécurité au mariage. En fait, après avoir appris tout ce que Becky a fait, je suis encore plus convaincu que j'ai pris la bonne décision. Mais je m'inquiète pour Aurora, et de ce que ce conflit familial signifie pour son bien-être. Édition, pour ceux qui ont demandé pourquoi je n'ai pas appelé moi-même les services de protection de l'enfance, la réponse est que je l'ai fait. Mais la réponse que j'ai reçue, après leur enquête, est qu'ils n'ont trouvé aucune raison de retirer une enfant à sa mère. C'est pourquoi je n'en ai pas parlé plus tôt, car cela n'a essentiellement servi à rien. Mise à jour numéro 2. Avant que vous ne me demandiez où est Tom, le père d'Aurora, je vais faire une petite précision, oui, lui aussi est un père absent. À la différence de Becky, qui n'est pas envie de s'amuser, lui il est à cause du travail. Quoi qu'il en soit, tous les deux le sont pour des raisons égoïstes. Cela dit, il y a environ 1 mois, l'école d'Aurora a contacté Becky en raison de la baisse d'assiduité et des résultats scolaires de la petite. Apparemment, Aurora était arrivée en retard à l'école à plusieurs reprises et avait manqué plusieurs journées complètes sans justificatif. Le conseiller scolaire avait également remarqué des changements dans son comportement. Ce conseiller a essayé de fixer un rendez-vous avec Becky pour discuter de ses inquiétudes, mais Becky a annulé ou ne s'est pas présentée à chaque fois. J'ai appris cela par ma mère, qui avait été contactée par l'école lorsqu'ils n'ont pas pu joindre Becky. L'école disposait des coordonnées d'urgence d'Aurora, qui incluaient nos parents comme contact secondaire. Lorsque l'école a appelé mes parents pour leur parler des absences d'Aurora, ma mère a été choquée d'apprendre qu'elle avait manqué autant de jours. Mes parents ont confronté Becky à ce sujet, et sa réponse a été de rejeter la faute sur tout le monde. Elle a affirmé que l'enseignante d'Aurora ne l'aimait pas à cause de ce qui s'était passé lors d'une réunion parents-professeurs en début d'année. Elle a dit qu'Aurora traversait juste une phase, et que tout le monde dramatisait la situation. Ce qui m'a vraiment inquiété, c'est quand ma mère m'a dit que Becky avait mentionné qu'elle envisageait de faire l'école à la maison avec Aurora. Becky a affirmé que le système scolaire traditionnel ne fonctionnait pas pour sa fille, et qu'elle pourrait lui offrir une meilleure éducation à domicile. Pourtant, Becky travaille à temps plein et n'a ni l'expérience ni les qualifications pour enseigner. L'idée qu'elle puisse instruire Aurora tout en travaillant à plein temps me semble complètement irréaliste. Presque en même temps, j'ai commencé à remarquer des publications sur les réseaux sociaux de Becky qui m'ont alarmé. Elle postait des photos dans des bars et restaurants à toute heure, de jour comme de nuit, souvent en semaine. Sur beaucoup de ces photos, elle était manifestement ivre et entourée d'amis. Ce qui m'a frappé, c'est que ces publications avaient lieu les soirs d'école. J'ai aussi remarqué que Becky avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau. La situation a atteint un point critique il y a 3 semaines, lorsque mes parents ont reçu un appel de l'école d'Aurora leur disant qu'elle n'avait pas été récupérée, alors que l'établissement allait bientôt fermer pour la journée. Il était 16h30 un vendredi, et Aurora attendait dans le bureau de l'administration depuis plus d'1 heure. L'école avait essayé d'appeler Becky plusieurs fois, sans succès. Mes parents se sont immédiatement rendus à l'école pour récupérer Aurora. Lorsqu'ils lui ont demandé où elle pensait que sa mère était, Aurora a simplement haussé les épaules et dit que sa maman avait probablement oublié. Mes parents ont emmené Aurora chez eux et ont continué à essayer de joindre Becky toute la soirée. Elle a finalement répondu à son téléphone vers 23h. Elle était clairement en état d'ébriété et semblait confuse. Quand ma mère lui a demandé où était Aurora,
Becky a affirmé qu'elle avait organisé pour qu'une amie ramène Aurora chez elle après l'école. Mais lorsqu'on lui a demandé plus de détails, Becky ne se souvenait pas de quel ami il s'agissait ni ne pouvait fournir ses coordonnées. Il s'est avéré que Becky était partie à un happy hour avec un type et des collègues, et avait complètement perdu la notion du temps. Elle avait éteint son téléphone pour ne pas être dérangée. Elle semblait sincèrement surprise que l'école ait appelé mes parents. Ces derniers ont gardé Aurora chez eux tout le week-end, car Becky leur a dit qu'elle avait des plans avec ce type et ne pourrait pas venir chercher Aurora avant lundi. Le dimanche soir, Becky a appelé pour dire qu'elle devait prolonger ses plans du week-end et a demandé si Aurora pouvait rester avec mes parents jusqu'à mardi. Quand ma mère lui a demandé ce qui était si important pour qu'elle ne puisse pas venir chercher sa propre fille, Becky a répondu que ce type l'avait invitée à partir en voyage pendant quelques jours. Ce fut la goutte d'eau pour mes parents. Mon père a appelé Becky et lui a dit qu'elle devait remettre de l'ordre dans ses priorités, à commencer par se comporter comme une mère responsable. Évidemment, ce voyage avec ce type semblait être une infidélité ou, du moins, c'est ce que j'ai pensé dès que mes parents m'ont raconté cela. Ils l'ont aussi dit à Becky, qui s'est justifiée en disant qu'elle se sentait très seule, comme si cela excusait tout. La conversation s'est arrêtée là. Becky est venue chercher Aurora le mardi, et a dit à nos parents qu'ils ne reverraient plus Aurora à moins de s'excuser d'avoir interféré dans sa vie. Depuis, mes parents n'ont vu Aurora qu'une seule fois, lorsque Becky l'a laissée quelques heures pendant qu'elle allait à un entretien d'embauche. Même dans ce cas, Becky a précisé que c'était une exception et que mes parents ne devaient pas s'attendre à un contact régulier. Il y a 2 semaines, j'ai croisé Aurora au supermarché. Elle était avec une femme que je ne connaissais pas, qui s'est présentée comme Jessica, 35 ans, une collègue de Becky. Jessica a expliqué qu'elle s'occupait d'Aurora pendant que Becky était hors de la ville avec ce type. J'ai demandé à Aurora comment elle allait, et elle m'a dit qu'elle allait bien, mais elle semblait éteinte. Quand je lui ai demandé si elle restait avec Jessica tout le week-end, Aurora a acquiescé et dit que sa maman partait parfois en voyage, et que différentes personnes s'occupaient d'elle quand cela arrivait. J'ai essayé de contacter Becky à plusieurs reprises depuis, mais elle a bloqué mon numéro et ne répond à aucun message, même transmis par d'autres membres de la famille. Elle a aussi bloqué mes parents et plusieurs autres proches sur les réseaux sociaux. Quant au père d'Aurora, il est pratiquement impossible de lui parler. Je lui ai envoyé un message, mais il n'a pas réagi. Je lui ai même demandé s'il savait que sa femme était en voyage avec un autre homme, espérant que cela provoquerait une réaction. Mais il a simplement laissé le message en vue. Aurora a eu les pires parents possibles, des parents qui ne se soucient même pas de leur fille, même quand une infidélité est en jeu. Mise à jour numéro 3. Je peux enfin dire que les services de protection de l'enfance agissent. Tard, certes, mais au moins ils font quelque chose. Environ 6 semaines après ma dernière mise à jour, j'ai reçu un appel de l'école d'Aurora. J'étais resté en contact avec eux pour surveiller sa situation de près. Finalement, l'école a soumis un rapport au service de protection de l'enfance, et cette fois, ils ont été entendus. Peut-être est-ce parce que le signalement venait de l'école, je ne sais pas pourquoi ils ont écouté l'établissement scolaire et pas moi, mais au moins, ils l'ont fait. La directrice m'a dit qu'Aurora avait manqué 23 jours d'école sur le semestre en cours, ce qui est énorme si elle veut rester au niveau de ses camarades. Elle arrivait aussi systématiquement en retard les jours où elle venait. L'école avait documenté de nombreux cas où Aurora s'endormait en classe, ainsi que plusieurs moments où elle demandait au personnel de la cantine si elle pouvait emporter de la nourriture chez elle. Le point de rupture a été atteint lorsqu'Aurora a confié à sa maîtresse qu'elle dormait seule la nuit parce que sa mère était partie voir son petit ami dans une autre ville. L'enseignante a immédiatement signalé cela à la direction. Les services de protection de l'enfance ont alors lancé une enquête et tenté de joindre Becky à plusieurs reprises, sans succès. Lorsqu'ils ont finalement réussi à la localiser, elle était bel et bien hors de la ville avec cet homme, et avait laissé Aurora chez une voisine que la petite connaissait à peine. Au moins, elle ne l'avait pas laissée seule durant tout le voyage. Le travailleur social a trouvé Aurora chez cette voisine, qui a admis qu'elle n'avait accepté de la garder que pour une nuit, mais que Becky était absente depuis 3 jours sans donner de nouvelles. La voisine était manifestement dépassée et soulagée de voir arriver les services, disant qu'elle s'inquiétait depuis un moment. Becky s'est vue accorder un délai de 24 heures pour revenir et rencontrer les services de protection de l'enfance. Elle a d'abord refusé, prétextant qu'elle était en vacances et qu'elle avait confié Aurora à une personne de confiance. Ce n'est que lorsqu'on lui a expliqué qu'Aurora serait placée en famille d'accueil en urgence si elle ne rentrait pas immédiatement qu'elle a finalement cédé. L'enquête a révélé une situation de vie bien pire que ce que nous avions imaginé. L'appartement de Becky était dans un état déplorable, loin de répondre aux besoins d'un enfant. La chambre d'Aurora ne contenait ni vêtements propres ni draps, et il n'y avait rien à manger dans la maison qui ne nécessite des compétences de cuisine que ne possède évidemment pas une fillette de 8 ans. Durant son entretien, Aurora a révélé qu'elle s'était occupée seule d'elle-même pendant de longues périodes au cours des derniers mois.
Elle a aussi évoqué les nombreuses personnes chez qui elle avait séjourné pendant les absences de Becky, souvent des étrangers ou des connaissances passagères qu'elle n'avait jamais rencontrées avant. La réponse de Becky à l'enquête a été de blâmer tous les autres. Elle a également accusé notre famille d'avoir déclenché l'enquête par vengeance à cause de ce qui s'était passé au mariage, même si je n'ai pas initié le signalement, ce qui est justement ce qui me dérange le plus. Il a été déterminé qu'Aurora était négligée et en danger si elle restait sous la garde de Becky. On a proposé un plan de sécurité. Aurora aurait pu rester avec Becky si celle-ci acceptait de suivre des cours de parentalité, des visites régulières à domicile, et la désignation d'un membre de la famille comme superviseur. Becky a rejeté ce plan, affirmant qu'elle ne se soumettrait pas à du harcèlement et de la surveillance. Elle a également refusé de laisser Aurora chez mes parents ou un autre membre de la famille, arguant que nous étions tous contre elle et que nous retournerions Aurora contre elle. N'ayant plus d'autre option, les services ont placé Aurora dans une famille d'accueil temporaire pendant qu'ils cherchaient un placement familial. Mes parents ont immédiatement fait une demande pour devenir les tuteurs familiaux d'Aurora. Après les vérifications d'usage et l'évaluation du domicile, Aurora a été placée chez eux 2 semaines plus tard. Cela fait maintenant 3 mois qu'Aurora vit chez mes parents, et le changement est remarquable. Elle va régulièrement à l'école, ses notes se sont nettement améliorées, et elle participe à des activités comme le football et des cours d'art. Elle a pris du poids et semble plus détendue, plus sûre d'elle qu'elle ne l'a été depuis longtemps. Pendant tout cela, son père a demandé le divorce avec Becky, mais n'a jamais demandé la garde d'Aurora, ni même été considéré comme une option viable puisqu'il était lui aussi toujours absent. Becky a d'abord contesté le placement et exigé qu'Aurora lui soit rendue, mais elle n'a respecté aucune des conditions requises pour prouver sa capacité parentale. Elle a raté plusieurs audiences, n'a pas suivi les cours imposés, et a continué à privilégier sa relation avec cet homme plutôt que ses obligations envers sa fille. Durant cette même période, Becky a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Elle venait de récupérer Aurora pour une visite autorisée par le tribunal, mais elle avait bu auparavant. Elle a été arrêtée avec Aurora dans la voiture, et mes parents ont dû venir chercher la petite au commissariat. Après cet incident, les droits parentaux de Becky ont été révoqués. Elle avait la possibilité de faire appel, mais elle n'a jamais finalisé la procédure ni assisté aux audiences. Mes parents ont désormais la garde permanente d'Aurora. Becky a, en quelque sorte, disparu de la vie de sa fille. Elle a déménagé dans un autre état avec cet homme il y a environ 6 semaines, et n'a pas cherché à entrer en contact avec Aurora depuis. Celle-ci ne semble pas particulièrement bouleversée par ce silence. Elle avait un certain attachement à sa mère, car c'était le seul de ses 2 parents avec qui elle avait un minimum de lien, mais elle ne paraît pas triste. Peut-être est-ce un mécanisme de défense, je n'en sais rien. Je ne sais pas vraiment comment réagit un enfant quand il est abandonné par ses 2 parents. Aurora a commencé à appeler la maison de ses grands-parents chez elle. Elle s'est fait des amis à l'école et semble s'épanouir dans un environnement où elle sait qu'elle sera nourrie, habillée et entourée de manière constante. La situation a été difficile pour mes parents, qui élèvent maintenant un enfant alors qu'ils sont dans la soixantaine, mais ils font tout ce qu'il faut. Quant à moi, puisque certains m'ont demandé pourquoi je ne prends pas Aurora à plein temps, la vérité, c'est que je ne peux pas. Je vais la chercher à l'école 2 fois par semaine, je l'aide à faire ses devoirs et je l'emmène à ses entraînements de football le samedi. Mais devenir père à temps plein n'est pas compatible avec ma propre vie, et la dernière chose que je voudrais, c'est lui faire vivre une seconde expérience d'instabilité comme celle que lui a imposée Becky. J'essaie au moins d'être présent autant que possible. Aurora a maintenant 9 ans. Elle est en bonne santé, heureuse, et réussit bien en classe de CM1. Elle adore l'art, le football, et passer du temps avec ses amis. Le samedi, après les entraînements, quand je l'emmène manger une pizza avec ses copines, je vois en elle une fillette avec un avenir lumineux devant elle. Parce qu'il n'y a que 2 issues possibles à un traumatisme de ce genre, soit on en ressort brisé, avec du mal à fonctionner, soit on en ressort plus fort. Et Aurora semble clairement faire partie de la seconde catégorie. Mise à jour numéro 4. Avant de faire une mise à jour 3 ans après le début de mon histoire, je vais d'abord répondre à quelques questions que j'ai vues revenir dans les commentaires de ma précédente publication. Oui, je les ai déjà abordées, mais comme tout le monde ne les a peut-être pas lues, on continue de me les poser. Le père d'Aurora a complètement disparu. Ce n'est pas qu'il soit porté disparu ou recherché par le FBI, mais il n'a jamais pris contact avec elle. Il se contente de remplir le strict minimum de ce que signifie être un père, payer une pension alimentaire. Et c'est tout. Dès le départ, j'ai toujours pensé qu'il était évident qu'il ne s'était jamais soucié de sa fille. Sa mère est le point central de cette mise à jour, car elle a refait surface dans nos vies après avoir fait exactement ce que le père d'Aurora a fait, disparaître. Pour vous donner un peu de contexte, pendant tout ce temps, elle vivait avec ce type qu'elle avait rencontré pendant ses sorties où elle négligeait Aurora. Un type dont je ne connais même pas le nom. Je l'ai juste vu sur quelques photos. Peut-être qu'on me l'a déjà dit ou que je l'ai lu quelque part, mais honnêtement, je n'ai pas retenu. Bref,
la relation entre ma sœur et ce type s'est terminée pour une raison quelconque, et Becky a décidé non seulement de revenir dans la ville, mais aussi d'essayer de récupérer Aurora. Selon ses explications, elle voulait reprendre sa vie d'avant, redevenir une mère, et mener une vie plus centrée sur la famille. Mais être mère n'est pas quelque chose que l'on décide un jour, puis que l'on abandonne quand on en a marre, pour ensuite revenir comme si de rien n'était. Pour Becky, si. C'est pourquoi, le jour où elle s'est présentée à la maison de nos parents, elle espérait juste reprendre les choses là où elle les avait laissées. Elle voulait emmener Aurora manger une glace ou aller au parc ensemble. On lui a dit non. Elle a donc continué à revenir à d'autres moments, espérant tomber sur Aurora. Lorsqu'elles se sont finalement retrouvées en face à face, Aurora lui a dit elle-même qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec elle. Voilà ce que l'on récolte quand on force un enfant à grandir trop vite. Ensuite, Becky a essayé de passer par un juge. Elle avait pu démontrer une certaine stabilité d'emploi, logement, et autres critères et voulait regagner la garde de sa fille. Mais le juge a demandé à Aurora ce qu'elle voulait, et Aurora a répondu qu'elle voulait continuer à vivre avec ses grands-parents. Et c'est ce qu'elle fait depuis. Becky a eu quelques commentaires désagréables lors de l'audience, mais le juge lui a bien fait comprendre que si elle ne respectait pas la décision de sa fille, il pouvait émettre une ordonnance restrictive en un temps record. Ce n'est pas ce que Becky espérait, mais c'est ce qu'elle a obtenu. Cette petite fille n'oubliera pas des années de négligence et de maltraitance simplement parce que sa mère décide de réapparaître du jour au lendemain pour jouer à la maman. Quand on a un enfant, la décision d'être parent n'est pas facultative. C'est un travail à temps plein. Et si tu n'étais pas sûr de vouloir le faire, tu aurais dû prendre cette décision bien avant. C'est d'ailleurs mon cas. Je ne sais toujours pas si je veux être père. C'est pour ça que je ne le suis pas.